Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de Warhammer Made by Amateur. Our true king will show them. We do not serve. We rule. Donc la bataille dont on va parler aujourd'hui est une bataille inscrite dans la fin des temps de ma chaîne, celle qui suit ma timeline, et bien entendu c'est pour ça que vous avez eu un titre un peu bizarre. Qu'est-ce que c'est que cette bataille de Lybaras? Pourquoi Settra et pourquoi Khalida s'affrontent? C'est normal, il y a un contexte que je vais m'empresser de vous décrire avec un petit peu d'emphase et juste pour qu'on se raccroche bien au contexte de toute ma timeline. Donc depuis que Khalida a vaincu Neferata, Krell et Uhtred von Karstein à Nagashizar, je rappelle bien que dans ma timeline, l'invocation de Nagash qui n'a pas eu lieu s'est fait à Nagashizar et pas en Sylvanie, d'où le fait que Khalida ait attaqué tout le monde et buté quasiment tout le monde sauf Manfred. La cité de Lybaras, donc la cité de Khalida, est désormais en possession des artefacts de Nagash que tous les Mortarks avaient amenés avec eux. C'est-à-dire que l'épée, la main, la couronne, l'armure, ainsi que les 8 grimoires qui étaient nécessaires à l'invocation de Nagash à Nagashizar, eh bien, ont été ramenés par l'armée de Khalida après leur excursion dans le nord de Nehekhara. Attention, ils n'ont bien que les artefacts avec eux. Elle avait pris la décision, Khalida, de laisser les prisonniers, c'est-à-dire la fée enchanteresse, Volkmar et le vase canope contenant l'âme, enfin une parcelle de l'âme de Valaya à l'intérieur. Ça, elle ne l'a pas ramené elle-même, elle l'a plutôt confié en fait à l'armée d'Ankortep qui était alliée avec elle, donc l'armée de Numas si vous préférez. Donc les prisonniers sont bien vers Numas, elle a récupéré seulement les artefacts. Donc après cette victoire, Khalida n'a qu'un seul but, elle veut trouver comment détruire ces artefacts pour qu'il n'y ait plus de malédiction de la non-vie qui se répande sur Terre, que jamais plus ça n'arrive. Ce qu'elle cherche, vu qu'elle est totalement anti-vampire, elle déteste les vampires pour ce qui est de sa cousine Neferata, elle a pris sa revanche sur elle et elle l'a butée, littéralement, et là elle veut vraiment détruire définitivement les vampires et les morts vivants, en tout cas la nécromancie, pour que plus jamais cette menace ne domine. Le seul truc, c'est que pendant des semaines, plusieurs mois même, elle va chercher une solution. Elle va envoyer ses prêtres liches un peu partout en Nehekhara. Et c'est seulement à ce printemps 2525, donc presque 4 mois plus tard, qu'elle va recevoir un message. Khalida recevra un message qui sera signé, qui est signé même d'ailleurs, par quelqu'un qui s'annonce comme le plus ancien prêtre liche de Nehekhara. Quelqu'un qui aurait été banni depuis très longtemps. Dans le message, Khalida reçoit toutes les instructions pour créer un rituel qu'elle recherche. Ce rituel pour détruire les artefacts de Nagash, arracher l'esprit coincé à l'intérieur de Nagash et le bannir pour de bon. Également, le message lui explique et lui intime l'ordre de commencer au plus vite le rituel et que la personne qui lui annonce comment faire fera son possible pour la rejoindre le plus rapidement possible. Bien entendu, la reine Aspic, elle va étudier en question ceci, elle va comprendre que l'artefact, enfin que le rituel est capable et elle peut le faire. Elle va lancer tout de suite ses instructions et balancer les préparatifs. Plus elle se dépêche, mieux ce sera, car plus la magie de la nécromancie pourra dominer le monde ou le menacer. Malheureusement, en envoyant ses prêtres liches un peu partout dans le territoire de Nehekhara, certains se sont fait prendre et ils se sont fait prendre par Settra, par des hommes de Settra. Settra, l'impérissable, le grand monarque éternel du désert, il a vent des agissements de Khalida en torturant les prêtres liches envoyés par Khalida. Il va devenir totalement fou de rage en apprenant que Khalida veut détruire les artefacts et il va monter une expédition punitive avec ses forces de Khemri les plus rapides, énormément de régiments de chars, beaucoup d'amalgames morts-vivants très solides, de la cavalerie pour tout simplement exterminer la reine de Lybaras qu'il considère maintenant comme une traîtresse et surtout pour s'emparer des artefacts de Nagash, de les prendre pour lui et tout simplement de devenir le nouveau conquérant ayant totalement battu la mort, plus fort même que Nagash, pour partir à sa prochaine reconquête du monde. Donc ça, c'est le contexte de cette bataille. Les artefacts de Nagash sont l'objectif de la partie, soit de les détruire pour Khalida, qui va lui prendre beaucoup de temps et beaucoup de tours, c'est très très dur pour Khalida de gagner cette bataille, et du côté de Settra, il suffit simplement de buter Khalida et de récupérer les artefacts. Comment on a fait cette partie? Voici un petit peu la table que vous avez sous les yeux et vous avez
les artefacts de Nagash, l'épée, l'armure, la main, la couronne et les grimoires qui sont enfermés dans une espèce de bouclier d'énergie magique, du rituel, hein, littéralement un petit peu le rituel qui avait essayé d'être tenté pour réinvoquer Nagash. Et à l'intérieur de ce demi-cercle qui est infranchissable, hein, il fait 6 pas de diamètre, aucune unité et personnage ne peut se traverser ou se déployer même pendant la bataille. Donc c'est vraiment un truc No Man's Land interdit dans la zone de déploiement de Khalida. Les caractéristiques de ce bouclier, je leur ai donné des caractéristiques parce que le but pour cette rabe, c'est de l'atteindre, de le détruire et de passer. Les caractéristiques du bouclier, ils sont de endurance 6 et 5 PV. Donc même pour Cetra, ça va être compliqué de le péter. Il ne peut être détruit par contre qu'au corps à corps. Pas de tir, pas de magie, impossible de le péter, c'est vraiment trop puissant, il faut y aller à la main, ou en tout cas à l'arme, parce que sinon ça serait un peu trop facile en termes de scénario pour Cetra. Sachez que dès qu'on arrive au contact du bouclier, bien évidemment, ce sont des touches automatiques, plus vous avez de dés, mieux c'est, il faut le blesser, lui enlever des PV, voilà, tout simplement. Cependant, vu que Khalida mène en tout cas la bataille, elle mène la défense, elle est donc catalyseur de l'énergie, elle n'est pas mage, hein, je le précise bien, mais ses prêtres ont centré la magie sur elle. Si jamais Khalida est tuée, elle peut mourir durant la partie, si elle meurt, eh bien, le bouclier descend non plus à endurance 6 PV5, mais il descend à endurance 3 et seulement 2 PV. S'il n'avait plus que 2 PV déjà, il restera à 2 PV, il redescendra à 2 PV, pareil. Donc, si Khalida meurt, c'est une catastrophe, le bouclier devient juste une petite parcelle, il suffit juste d'arriver et de péter le bouclier. Cependant, comment ça fait? Donc ça, c'est comment Cetra va gagner, c'est-à-dire tuer Khalida, péter le bouclier, et c'est bon. La partie s'arrête directement, le bouclier est pété, Cetra gagne, voilà, directement. Mais, comment Khalida peut tenter de gagner la bataille? Khalida, que Cetra vienne la taper, elle s'en fout. Elle est là simplement pour arrêter la non-mort, elle est là pour arrêter la nécromancie. C'est-à-dire que à chaque tour, à chaque fin de tour, c'est précisé, à chaque fin de tour, à partir du deuxième, elle va jeter des dés. Elle va jeter 6 dés. Si jamais elle obtient un triple, elle arrive à exploser l'artefact et à bannir une parcelle de l'âme de Nagash pour de bon. Déjà pas mal. Si jamais par contre elle fait seulement un double, pardon, si elle fait deux doubles différents, l'artefact est détruit, certes, mais Khalida prend un contre-coup. Elle prend un contre-coup d'énergie dans la tronche. Voilà, parce que c'est pas n'importe quoi, l'âme de Nagash va se venger. Et si jamais Khalida est tuée, les artefacts peuvent être détruits, toujours parce que le rituel continue, mais il faut faire 5 chiffres identiques sur les 6 dés. Donc vraiment, la partie pour Khalida, elle est ultra dure. Elle est vraiment très dure. Cetra n'a qu'à percer la ligne et atteindre le bouclier, tandis que Khalida doit tenir le plus longtemps possible. Comptez un épée, armure, main, couronne, grimoire. Elle doit faire une partie à 6 tours et réussir à chaque fois à faire un triple. C'est compliqué, mais c'est le but qu'on voulait. Vous allez voir qu'elle rigole pas, Khalida, durant cette bataille. Cetra non plus, mais voilà, c'est fait pour. C'est fait pour qu'il y ait un enjeu. Donc, on a mis quelques petites règles spéciales quand même pour certains régiments de renom, parce que là, c'est quand même 2 seigneurs légendaires qui s'affrontent sur une bataille qui, on pourrait se dire, ouais, c'est mort-vivant contre mort-vivant, c'est plié, il n'y a rien à jouer. Non, on a mis quelques petites spécificités. Par exemple, Cetra n'est pas venu avec n'importe qui, il est venu avec ses grands chars de Khemri. Eh bien, le régiment de Cetra de chars, donc Cetra et son régiment de chars, ont une invulnérable de plus au tir contre les attaques empoisonnées. Voilà, invulnérable de plus contre les attaques empoisonnées au tir. Parce que Khalida, elle fait des tirs empoisonnés, elle peut one-shotter le régiment de chars avec un tir multiple dans son régiment assez facilement. Donc on a compté que les chars et les chars de Cetra, c'est-à-dire ceux qui sont avec lui, et lui-même sont immunisés, enfin sont invulnérables de plus contre les tirs empoisonnés. Donc en gros, ils annulent Khalida au tir. De l'autre côté, Khalida, quand même, elle est chez elle, elle est à Lybaras, elle attend, en plus, elle sait, Cetra, en plus, quand il arrive, on sait qu'il arrive. Khalida. Khalida va avoir sa règle spéciale où elle donne sa CT au régiment qu'elle accompagne, elle va la donner en zone à 6 pas autour d'elle. Je précise bien qu'elle ne donne que sa CT, pas ses tirs empoisonnés avec. Ça, elle le donne si elle est dans son régiment. Mais elle ne le donne pas en aura. Elle ne donne juste que sa CT améliorée sur l'aura qui l'entoure. Parce que sinon, là aussi, c'était un peu trop pété.
Pour cette partie, on a également mis bien des précisions au moment du début de la game. Détruire une unité grâce à l'instabilité des morts vivants ne peut pas provoquer de charge irrésistible. On a posé ça au début. On a très souvent fait ça sur la chaîne YouTube de Warhammer Made by Amateur en se basant sur les Rata qui avaient même publié la guerre au garage à l'époque, il y a encore longtemps. Donc on a conservé ceci. Si tu arrives à percer l'ennemi adverse, à le détruire au corps à corps, bah là tu peux faire une charge irrésistible. Par contre, s'ils sont 40 et que tu as tué 39 guerriers squelettes, eh ben, il popera le dernier à l'instabilité, mais là, tu n'as pas le droit de faire une charge irrésistible. Ça marque pour les deux côtés, pour Settra et pour Khalida. On n'a pas mis que ça également. Il y a quelques petites précisions par rapport à la magie, etc. Le rituel des artefacts ne peut pas être dissipé. C'est impossible, on ne peut pas balancer 25+ en dé de dissipation et dissiper le sort. Non, on n'a pas permis ça, c'est juste un truc qu'on peut péter au corps à corps. C'est fait pour. Durant la bataille, parce que c'est deux rois des tombes qui s'affrontent, et vous avez la magie de Nehekhara qui porte sur les unités mort-vivantes, pour éviter qu'à chaque fois que tu fais un sort, tu buffes tout le monde, même ton adversaire, on a mis bien entendu la règle que tout sort d'amélioration de Nehekhara est lancé par un prêtre liche, ça porte sur l'armée du prêtre liche, ça ne booste pas l'adversaire, sinon la partie sera infinie. De plus, le primaire de Nehekhara, donc l'attribut de domaine aussi, peut être balancé même sur un régiment qui est au corps à corps. Normalement, le primaire se balance sur une unité pour qu'elle avance. Et il y en a certains qui me disent parfois tu peux pas le faire au corps à corps, parfois tu peux. On a mis ça en place tout de suite. Si tu as le primaire, tu peux quand même le spammer, même si tu es au corps à corps, pour avoir un peu de soin. Voilà. Enfin, le hiérophante de l'armée, qu'elle soit des deux côtés, n'aura pas l'obligation d'être le mage le plus puissant, parce qu'on a voulu ça. Et pour finir, les restrictions des arches des âmes damnées sont bien appliquées. Parce que vous allez voir que l'armée de Khalida, elle a deux arches des âmes damnées, c'est rigolo. Donc l'armée de Settra, c'est moi qui ai fait les listes d'armées parce que je ne jouais pas et j'ai vraiment voulu représenter des armées extrêmement lore, très tournées sur l'histoire des personnages et représentant un petit peu leur force. Ce qui fait que Settra, donc avec ses 475 points sur son char des dieux bien évidemment, est bien présent. Merci à Guillaume de m'avoir donné cette figurine pour la chaîne. Il est accompagné d'un héros des taupes grande bannière qui a l'épée tueuse de héros et le haume d'argent avec un bouclier, le haume du dragon avec un bouclier. Question vraiment que le gars il puisse tanker même les attaques enflammées. Il est également accompagné d'un prêtre liche qui est niveau 2 de magie de Nehekhara. Non, pardon, de la lumière, excusez-moi, parce que n'oubliez pas que Settra est un mage de Nehekhara lui aussi et que c'est lui le hiérophante de l'armée. Ces unités de base, Settra est accompagné de 10 cavaliers, squelettes, armure légère, bouclier, lance avec tout l'étendard, les musiciens et les chefs. Il est accompagné de 2 blocs de chars squelettes avec la bannière de rapidité pour ce qui est de son propre régiment de chars, avec les étendards, les musiciens, les chefs aussi. Et il a un pack de 32 guerriers squelettes en armure légère et lance avec l'état-major complet. Merci aussi à Jean Lama qui est venu avec ses propres figurines Roi des Tombes pour combler un peu le manque que j'avais pour cette partie. Les unités spéciales de cette race sont bien évidemment 19 gardiens des tombes, hallebardes et boucliers pour accompagner le héros grande bannière. Il a 2 sphinx de guerre de Khemri avec attaque empoisonnée et souffle force 4. Et oui, parce que pour moi, Settra, il vient pas avec des troupes à pied, il vient surtout avec des gros monstres plein de chars et quelques troupes. D'ailleurs, des unités qui ont été peintes exprès pour cette bataille, bien sûr. Et il a 2 unités rares qui finissent de l'accompagner. Il a un colosse de nécrolite avec arme de base additionnelle. Et il a un nécrosphinx attaque empoisonnée. Donc vous allez me dire, oh là là, c'est quoi cette armée? Mais en face, ça ne rigole pas non plus. En face, ça ne rigole pas non plus parce que vous avez également donc 3000 points, c'était bataille à 3000 points, la grande reine Khalida, ainsi qu'un grand prêtre liche niveau 4 avec baguette tellurique et c'est tout d'ailleurs, pas d'invulnérable. De ce côté-là, en termes de seigneur, du côté de Libaras, vous avez également aussi un prince des tombes avec l'arme lourde et la gemme dracocide pour qu'il soit protégé bien évidemment des attaques enflammées. Vous avez 29 archers squelettes, ça va être le régiment bien évidemment de Khalida avec tout l'étendard complet, tout l'état-major complet. Vous avez un autre bloc d'archers squelettes qui sont 25 avec là aussi les armures légères, là aussi l'état-major complet. Vous avez 2 blocs de 25 guerriers squelettes avec les armures légères, les boucliers et les armes de base. Pareil, les états-majors sont complets. Vous avez 3 chevaliers de nécropole qui seront en unité spéciale accompagnés de 19 gardiens des tombes, étendards, musiciens, chefs. Tout est payé, allez-y, donnez-moi tout. Il y a enfin pour finir
un scorpion des tombes, parce que ça fait rare, on les voit très rarement, ces unités-là. Il y a 8 Ushabti Grand Arc, parce qu'on a fait du lore et on a fait du tir. On a mis également 2 arches des âmes damnées, une catapulte à crâne hurlant et un hiéro titan. Tout ça, ce sont les 2 armées. Comment s'est passé le déploiement? Le déploiement était l'armée de Khalida qui devait se déployer en première, hein, intégralement, parce que en même temps, elle est en défense. Settra arrive à pleine bille, elle doit déjà être préparée. Il y a également l'armée de Settra, donc qui sera déployée intégralement en seconde. Cependant, le premier tour n'est pas décerné à l'attaquant automatiquement. On a voulu laisser les dés agir, parce que c'est quand même Khalida sur son propre domaine. C'est l'héroïne de la déesse Aspic, c'est quand même pas n'importe qui. Et on a également permis que si vous aviez des unités enfouies dans les sables, vous pouviez aussi les poser directement sur la ligne de bataille dès le début, si vous ne vouliez pas perdre du temps à les avoir en enfouis sous les sables. Ce qui fait que Chogoris, qui était notre joueur haut elfe à la base, jouera l'armée de Khalida, bien sûr. Donc ça va pas trop le changer parce que c'est une armée très tournée basée tir magie, donc ça ne le change pas vraiment. Et de l'autre côté, c'est bien sûr Jean Lama hein, qui va jouer Settra, l'impérissable, avec son armée full corps à corps, assez peu de magie, mais il a eu quand même des trucs assez intéressants. La magie, l'armée de Settra possédera le sort primaire de Neekara, donc le truc qui te fait avancer gratos pour une partie où il faut rusher, c'est parfait avec Settra. Et son mage niveau 2 de la lumière aura le regard embrasé de Shem, donc un blast, et la vitesse de la lumière pour passer à un régiment où la zone a CC10 initiative 10 sur des morts vivants. Voilà, là, c'est fort. Et de l'autre côté, du côté de Khalida, il y a le niveau 4 de Neekara, hein, le seigneur magicien, qui va avoir le sort invulnérable 5+, plus une attaque et x2 au tir. Oh, c'est béni. Il y a aussi le sort qui a -1 des 3 mouvements à une unité et qui fait tester les terrains dangereux tout le temps. Parfait pour ralentir quelqu'un. Et en plus, le sort qui fait -1 en force et en endurance. Le meilleur jet pour Chogoris pour cette partie. Sans oublier qu'il a un Hiéro Titan qui a aussi un regard embrasé de Shem et un buveur d'esprit. Et qu'il a 2 arches damnées, mais qui peuvent faire qu'une seule lumière morte sur une seule unité déjà acquise. Patati patata. On a dit qu'on conservait les restrictions des arches. Donc, c'est parti. On a fait encore 20 minutes de présentation, mais c'est normal. C'est une partie de la fin des temps. Et allons-y pour cette bataille où Khalida va jouer en première la défense de Lybaras. Qui va gagner? Khalida en bannissant le pouvoir de Nagash, Settra en le volant et en tuant Khalida en volant le pouvoir de Nagash et devenant lui-même ainsi donc la nouvelle incarnation de la mort. C'est parti. Donc comme vous voyez assez rapidement le déploiement, Jean Lama a fait une espèce de flanc refusé, il a mis ses 2 régiments de chars en plein centre pour aller extrêmement vite, il a également mis son régiment de gardiens des tombes juste à côté bien évidemment de Settra avec son prêtre liche à l'intérieur ainsi que son héros des tombes, et il a mis un flanc droit un peu plus léger avec ses guerriers squelettes et ses cavaliers squelettes. Bon, un flanc droit assez léger, n'oublions pas qu'il a mis quand même ses 4 amalgames morts-vivants au même endroit, les 2 sphinx de guerre, le nécrosphinx, le colosse de nécrolite, bref, ultra violent. Du côté de Khalida, elle a placé un petit peu plus disparate et surtout beaucoup plus étendu ses régiments. Elle a mis en plein centre Khalida, les gardiens des tombes et l'autre régiment de guerriers squelettes pour être bien sûr à portée de l'aura, bien évidemment, de Khalida pour améliorer les tirs. Sur son flanc droit, il y a les 8 Ushabti, la catapulte et les chevaliers de nécropole. Il y a également sur le flanc gauche les guerriers squelettes en masse en 2 régiments ainsi que le Hiéro Titan, et le scorpion des tombes, lui, est enfoui sous les sables. Donc comme je vous le disais, le premier mouvement de Khalida, c'est elle qui commence. Donc en termes de mouvement, elle a été assez simple. Elle a préféré en fait tout simplement avancer ses archers ainsi que ses gardiens des tombes. En fait, elle a avancé toute sa ligne centrale, toute sa ligne même, pour apporter une portée de tir à ses archers, à n'importe lesquels, que ce soit ses Ushabti, ses archers squelettes, etc. Pour ce qui est des nécroserpents, ils commencent vraiment à former un grand tonnoir parce qu'en fait, tout simplement, il n'y a personne sur leur flanc. Donc il faut que Chogoris menace un petit peu le flanc de Jean Lama. Du côté de la magie, un 5 et 3 avec 2 dés en plus de Khalida, parce que n'oublions pas qu'elle a 2 arches. Bon, certes, tu ne peux en jeter qu'un seul, plus un des 3. Oui, j'ai pas dit, mais les arches sont hors champ. Elles sont à gauche et à droite sur les coins de la bataille. Vous les verrez assez peu sur le champ de bataille visuel classique.
Donc elle a quand même beaucoup de dés Khalida dès le début, donc elle va directement lancer une lumière morte avec la large Zamdani de gauche en direction des gardiens des tombes qui sont en plein centre. Ça commence très très bien pour Jean Lama qui va louper sa dissipation et qui va perdre 4 gardiens des temples, enfin gardiens des tombes pour le plaisir, mais le sort ne rebondira pas. La seconde arche visera une autre unité pour mettre ses restrictions en place, mais elle va louper son lancement de sortilège. Derrière après, un x2 au tir et aux attaques sur le régiment seulement de Khalida va réussir. Et enfin, une malédiction de -1 des 3 mouvements sur les chars de Settra est réussie et provoque un -3 de mouvement sur Settra. C'est assez vénère dès le début, ce qui fait que dès qu'il va bouger, il va devoir faire des tests de terrain dangereux. Sur un 1, il perd 1 des 6 PV, je le rappelle bien. C'est assez violent en termes de sort, surtout pour un scénario où Settra doit rusher. Pour ce qui est des tirs, c'est la phase de Khalida, hein, littéralement, elle est là pour booster, elle a son armée faite pour le tir. Elle va commencer directement. Khalida a avancé avec ses archers, je rappelle qu'elle en a une trentaine, il y a donc 40 tirs, alors véritablement il y en a 40 moins 6, il y en a 36. Il y a 36 tirs parce qu'elle a son hiérophante et elle-même dans ce régiment-là, et les hordes ne tirent pas sur 3 rangs. Eh bien Khalida va balancer 36 tirs empoisonnés sur le sphinx de guerre tout fraîchement peint de la chaîne. Le deuxième, et elle lui enlève 14 PV. Ah. Bon, c'était le premier régiment de tir. Très bien. Derrière après, le second régiment d'archers qui possède donc la CT de Khalida, mais pas les attaques empoisonnées, tire sur le régiment de chars de Settra qui est seul, celui qui n'a pas accompagné du héros. Et elle va sur un jet immonde de Chogoris. Il y a quand même 2 chars détruits et un char à moins 2 PV. C'est d'une violence extrême en termes de début de game, c'est terrifiant. Ce qui fait que derrière il reste un dernier truc à tirer, c'est les Ushapti qui tirent sur les chars et qui là ce coup-là louperont quasiment tous leurs tirs pour bien montrer quand même qu'il ne faut pas pousser. Et enfin il restera un dernier tir, c'est la catapulte à crâne hurlant de Khemri, enfin de Neikara, qui va tirer sur le Nécrosphinx parce que ça fait très très peur à Chogoris, hein, les coups fatals héroïques, le piétinement, tout ça. Et Chogoris fera un hit et fera -6 PV. Il le one-shot. Je tiens à préciser que le Nécrosphinx était tout fraîchement peint également. Ah. Donc, sur les 4 amalgames morts-vivants que possède Settra au tour 1, à la moitié du tour 1, il en a perdu 2. Très bien. Premier tour de Settra. Le premier tour de Settra, bah là c'est alerte générale, hein. Pardon, c'est avancée générale, excusez-moi. Donc il n'a pas peur, hein, Jean Lama, là il est tellement sous pression des tirs qu'il faut qu'il rush. De toute façon le scénario pousse le Settra à rusher. Donc Settra fait une avancée générale de toute son armée. Bien sûr il va tester à cause du sort de malédiction de Neekara sur ses propres chars. Et il va en perdre un sur les terrains dangereux, ça fait mal. Derrière, à la magie, il fera un 5 et 2 avec une canalisation pour chacun des joueurs. Il va tout de suite lancer le primaire de Neekara à 18 pas. Il va le réussir en irrésistible 8, ce qui fait que déjà il teste pour ses chars. Et là, il n'en loupe aucun. Il loupe aucun test de terrain dangereux, donc très très bien. Il avance. Il fait donc ensuite son explosion, parce que c'est... Enfin, c'est pas explosion, mais c'est... Pardon, c'est l'explosion des malédictions. Bref, c'est le 1 irrésistible 8. Tous les magiciens peuvent perdre un PV. Et en fait, il n'y a aucun 1. Enfin, il n'y a que des 1 qui sont faits pour blesser les mages. Donc, cette race s'en sort super bien. Franchement, pour ce qui est de l'avancée, c'est très très bien pour lui. Et quelques chars récupèrent des PV, bien entendu, grâce à l'attribut de domaine de Neekara. Mais ça restera quand même insuffisant. Pour ce qui est des tirs, les chars de Settra viseront les archers de Khalida et ne feront qu'un mort. C'est nul. C'est pas la phase de tir, hein, de Khalida. Donc on termine le premier tour comme ça. Le premier tour étant terminé, on ne peut pas faire de test par rapport au scénario. Donc on passe au second tour. Second tour de Khalida, eh bien Chogoris voit une opportunité. Les chars de Neekara sur le flanc gauche de Settra ont fait quand même une très grande avancée.
Donc il faut les arrêter tout de suite. Il tente de déclarer une charge de flanc avec les nécroserpents, les chevaliers de Nécropole sur le flanc des chars. Et Chogoris réussit sa charge. Oh là 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 là. Alors là, ça c'est terrifiant. Le chevalier de Nécropole sur le flanc de char, c'est compliqué. De l'autre côté, en termes de mouvement, il fait avancer ses Ushabti, il reforme ses gardiens des tombes, il fait popper son scorpion qui dévie de 8 malheureusement, donc il sort un petit peu loin de l'axe de vue des chars qu'il voulait réorienter. Il fait également avancer ses guerriers squelettes pour venir cliquer les forces de Settra sur les flancs. Donc c'est assez intéressant. Mais bon, en face c'est quand même beaucoup de monde, il y a quand même beaucoup de monde, ça fait peur. Donc du côté de la magie, un 4 et 1 avec une canalisation de Khalida et un dé en plus grâce aux arches. Enfin, c'est pas Khalida mais son grand prêtre Lich qui fait la canalisation. Donc il tente le x2 en tir et en attaque à 24 pas autour de lui, donc pour que toute son armée quasiment, sauf les arches en fait, puisse avoir plus une attaque et x2 en tir. Et Jean Lamar reloupe encore une fois sa dissipation. En même temps il a un niveau 2 contre un niveau 4, c'est un peu compliqué. Ce qui fait que l'archer perdu revient, bref. Et il reste à ses dés pour tenter un petit regard embrasé de Shem avec le Hiero Titan sur les gardiens des tombes. Et en tuera 2 pour le plaisir. Donc on passe à la phase de tir de Khalida. Alors à la phase de tir de Khalida, je vous rappelle que tout le monde a x2 au tir. Khalida va tirer avec ses archers sur le Sphinx numéro 2. Et là, elle fait moins bien. Tout à l'heure, elle a enlevé 14 PV, je le rappelle, avec des phases de 6+ empoisonné insupportable. Là, c'est un peu moins bien. Elle enlève pas 14 PV, elle en enlève 6. Donc elle le one-shot. C'est n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. Les archers normaux qui n'ont pas le tir empoisonné, je le précise bien encore une fois, font donc 40 tirs, eux, sur le colosse de Nécrolite qui est derrière la ligne de Settra, parce que c'est une grande cible, ils ont le droit de le tirer dessus. Et là, franchement, Chogoris, c'est insane, c'est n'importe quoi. Il lui enlève les 6 PV, il le tue, il le one-shot avec des archers force 3, sans empoisonner. C'est une aberration. Cet homme est tricheur, c'est pas possible. Et enfin, la catapulte vise les chars de Settra, va seulement dévier de 2 et va arracher un char. Allez, bonjour, merci, au revoir, à la prochaine. C'est très très bien. Pour terminer, c'est le corps à corps des nécroserpents contre les chars de Settra. Il y a 5 chars, dont un qui est blessé, contre 3 nécroserpents full PV qui chargent de flanc. Il y aura 7 PV qui vont frapper, qui vont exploser au combat. Et derrière, les serpents n'auront aucune perte. Ce qui fait qu'à l'instabilité, les chars de Settra sont popés direct. Mais il n'y a pas de charge irrésistible des nécroserpents sur le flanc de Settra, qui est juste derrière, parce qu'on avait bien précisé cette règle juste avant. Donc là, Settra, à la moitié du tour 2, n'a plus que 4 régiments. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Donc tour 2 de Settra, il est terrifié, il balance les charges, parce que c'est Settra, il a peur de rien quand même. Les cavaliers squelettes chargent les guerriers squelettes, pas de problème. Les gardiens des tombes plus les guerriers squelettes tentent de charger le 2e régiment des guerriers squelettes de Khalida et vont louper tous les deux. Merci beaucoup messieurs. Et enfin, Settra charge avec ses chars, là par contre faut pas déconner, sur le scorpion des tombes et l'impact sans problème. Pour ce qui est des mouvements, derrière après il n'y a plus rien. Pour ce qui est de la magie, un 6 et 5 plus une canalisation. Le regard de Shem est balancé sur les gardiens des tombes de Khalida en maximum avec le petit prêtre Lich de Jean Lama. Il sera dissipé. Et derrière, la CC10, initiative 10 en zone est tentée. Et elle sera loupée. Voilà, En plus, il n'a pas de chance. En plus, il n'a pas de chance. Bon. Au corps à corps. Par contre, au corps à corps, c'est pas... Faut pas rêver, hein. C'est pas non plus si facile que ça. Les chars, bien sûr, one-shot le scorpion et arrivent à impacter derrière les gardiens des tombes. Et ensuite, les cavaliers squelettes contre les guerriers squelettes. Eh bien, les cavaliers squelettes n'ont aucune perte et vont arracher 13 guerriers squelettes avec l'instabilité. Mais ça reste bloqué, ça reste des morts vivants. Donc c'est quand même assez dru hein, comme bataille, on va pas se mentir. Donc on est à la fin du tour 2. Chogoris, donc Khalida, a enfin l'autorisation de tenter de détruire un des artefacts. Il en a 5 à détruire. Hein. Chogoris, je demande à Chogoris, parce que j'étais MJ, je lui dis quel artefact tu veux essayer de détruire en premier. Il m'a dit la main de Nagash. Il a jeté ses dés. Et comme vous le voyez, il a fait un triple. Donc il a réussi à détruire définitivement la main de Nagash. Et ça, c'est important en termes de scénario.
Donc encore plus la pression pour Cetra, bien sûr. Donc tour 3 de Khalida, la contre-charge des Jouchapti qui ont été tankés par les gardiens des temples, des gardiens des tombes, sera loupée. Donc en termes de mouvement, les guerriers squelettes et le Hiero Titan viennent reformer légèrement la ligne, hein, bien sûr, mais très légèrement, pour orienter les guerriers squelettes, les gardiens des tombes, tout ça. Les serpents contournent la ligne de Cetra parce qu'ils voient bien qu'il est pas loin. Et enfin, les archers normaux reculent, tandis que Cetra et enfin Khalida est plutôt consciente que ces guerriers tombent avec le prince des tombes qui est immunisé quasiment aux attaques enflammées et que Cetra fait des attaques enflammées, ça devrait aller. À la magie, un 5 et 1 avec un dé en plus grâce à l'arche, une des arches est fait pour l'armée de Khalida. Elle balance l'invue 5 sur les gardiens des temples, elle va le réussir. Elle va balancer le -1 en force et en endurance sur les chars de Cetra, mais ce coup-là il sera dissipé. Et elle va tenter le +1 attaque aux gardiens des tombes et elle va le réussir. Donc ils sont quand même costauds, mais en face c'est Cetra et un régiment de chars. Pour ce qui est des tirs, les archers de Khalida et les archers simples mettent tous leurs tirs dans les gardiens des tombes. Et là, bizarrement, ils n'ont eu que 6. N'importe quoi. Ils font beaucoup moins de kills. Bon, ils n'ont pas les tirs multiples ce coup-là. Et la catapulte loupe ces gardiens des tombes complètement. Donc au corps à corps, c'est les cavaliers squelettes et les guerriers squelettes. Ça fait moins de cavaliers, mais 7 guerriers squelettes à l'insta. Ça tank. Par contre, c'est les chars de Cetra contre les gardiens des tombes de Khalida. Et ben là, avec les attaques qui sont toutes réparties sur les gardiens des tombes, et ben tous les gardiens des tombes meurent. Le prince ne fera rien du tout au corps à corps. Ce qui fait qu'avec l'instabilité, Cetra pop le régiment adverse en un seul round, alors qu'il avait l'invue 5, qu'il avait le +1 attaque. Il les tue tous quasiment avec ses propres attaques et les touches d'impact. Et derrière, ses chars explosent le reste et résistent au prince des tombes. Et là, c'est pas pareil, parce que là, il se reforme, vu qu'il les a eu à l'instabilité. De toute façon, il ne pouvait pas continuer parce qu'il était en charge irrésistible déjà de base. Et il se reforme face au régiment d'archers de Khalida. Il n'y a plus personne pour rediriger ça. Et surtout, c'est son tour maintenant. Tour 3 de Cetra. La charge de Cetra sur les archers de Khalida. Et là, tout d'un coup, on est tous devenus blêmes. On a fait « Oh là là, oh là 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 là, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il est en train de retourner la game, Jean Lama ?» Également, les gardiens des tombes et les guerriers squelettes de flanc chargent les guerriers squelettes de Khalida. C'est une... Oh là là, ça va faire très très mal. Pour ce qui est de la magie, un double 5 plus une canalisation de Khalida a été réussi. La CC10 et l'initiative 10 est lancée à 12 pas, donc en zone depuis le mage de la lumière qui est en train de combattre les guerriers squelettes. Et il va faire un irrésistible 4. Allez, boum! Il va emporter avec lui 8 gardiens des tombes de Cetra, 13 guerriers squelettes de Cetra, 3 guerriers squelettes de Khalida, et il va partir dans le chaos. Terrible. Et derrière après, Cetra va tenter de lancer le boost de mouvement pour tout simplement récupérer des chars et il va être dissipé. Donc on passe directement au corps à corps. Le corps à corps, eh bien évidemment que les guerriers squelettes et les gardiens des tombes de Cetra contre les guerriers squelettes de base, vu qu'ils ont perdu beaucoup d'attaques à cause de l'explosion magique, ils ne vont tuer que 6 guerriers squelettes. Malgré la CC10 Initiative 10, hein, c'est terrible. Et un seul guerrier squelette et un seul gardien des tombes de Cetra mourra, donc ça va rester tanké. Les cavaliers squelettes et les guerriers squelettes sont tous détruits à ce moment-là, hein, c'est radical. Et enfin, c'est Cetra, bien sûr, Cetra et ses chars contre Khalida et ses archers avec son hiérophante. Les chars pulvérisent 15 archers au corps à corps. Cetra, bien évidemment, propose un duel à Khalida qui ne peut le refuser à cause du scénario, parce qu'on ne voulait pas qu'elle se cache derrière. Khalida se fera exploser au corps à corps par Cetra. Elle frappe en premier, mais rien à faire contre lui. Et lui derrière, 5 attaques enflammées, dégâts 2, donc dégâts x2 contre des trucs inflammables. Il explose Khalida. Et enfin, les archers de Khalida ainsi que le hiérophante pop à l'instabilité. À ce moment-là, on est à la fin du tour 3. Le bouclier donc descend à endurance 3, PV 2. Sauf qu'il a bien popé à l'instabilité, ce qui fait que Cetra est bloqué sur place. Bon, il est full, il est tranquille, il a seulement quelques unités autour de lui. Il va devoir juste survivre à l'assaut qu'on va lui faire en début de tour 4. Et après, il a gagné directement. C'est ça le scénario.
On est à la fin du tour 3. Même si Khalida est morte, et que sa malédiction n'a rien fait, hein, je précise bien, elle tente, son armée tente de détruire les grimoires de Nagash. Et là, malheureusement, il faut faire, je vous le rappelle, 5 chiffres identiques sur 6. Et ils vont, Shogoris va louper son jet. On passera donc au tour 4 sans avoir détruit d'artefacts. Ça commence à sentir très mauvais pour l'armée de Libaras. Donc tour 4 de Khalida, de son armée. Shogoris n'a pas le choix. Il faut absolument qu'il détruise le régiment de Settra. Et il va en fait envoyer toutes ses forces, quasiment toutes ses forces. Il va tenter une triple charge. Le Hiero Titan sur un flanc, les serpents de Khemri et les Ushapti également. Et même si le Hiérophant est mort à la fin du tour 3, il n'aura quasiment aucune perte, notre cher Shogoris, dans ses armées. Tandis qu'au début de son tour, au moment où il charge, il ne va perdre qu'un seul Nécro-Serpent. Il s'en sort vraiment bien. Et derrière, eh bien, les charges, les 3 sont réussies, c'est incroyable. De plus, en termes de game, bah, les archers restent sur place parce qu'ils n'ont pas grand-chose d'autre à faire, malheureusement. À la magie et au tir, il n'y a plus rien de disponible parce que le Hiero Titan est au corps à corps. Donc les corps à corps, les guerriers squelettes contre les guerriers squelettes et les gardiens des tombes de Settra, il y a des pertes des deux côtés, mais ça tank parce que bah, même si c'est 10, il n'y a pas beaucoup d'attaques au final, bloqué un peu par le décor. Et c'est surtout le boucaquet central, bien évidemment. C'est le grand corps à corps Settra avec 4 chars contre un Hiero Titan assez énervé, des Nécro-Serpents qui ont déjà arraché un régiment de chars et 8 Ushapti. Settra fait un fait place pour se mettre à contact du Hiero Titan pour tenter de le tanker le mieux possible parce qu'il a une invulnérable. Et tout simplement, les chars vont tous être détruits au corps à corps. Et le Hiero Titan va même mettre une grosse quiche de 2 PV dans le char de Settra pour tenter de le mettre au sol et de le piétiner derrière. Bon, ça suffira pas à détruire le char, mais quand même, Settra se retrouve donc blessé et seul. Il va tenter de frapper le Hiero Titan et ne va lui retirer que 2 PV. Il ne va toucher qu'une seule... Enfin, il va toucher, mais il va pas beaucoup blesser. Et là, on teste l'instabilité, enfin on regarde l'instabilité, et il n'y a aucune chance que Settra s'en sorte à cause du déluge d'attaque, malgré la CC10, initiative 10, hein, qu'il y avait sur ces régiments-là. Incroyable. Retournement à nouveau de situation. Settra est dépopé de la table. Son armée teste, il y aura quelques pertes. Et au tour 4 de Settra, son armée retestera à nouveau quelques pertes. Les cavaliers tenteront de faire le tour, mais ce sera trop tard. Et ces gardiens des tombes et ces guerriers squelettes n'arriveront pas à arracher les derniers morts qui seront là. Les deux armées n'ont plus de héros, n'ont plus de seigneurs. Dernier tour, c'était le tour 4. Shogoris a tenté de détruire à nouveau les grimoires de Nagash une dernière fois. Il n'a pas fait son quintuple chiffre. Donc vraiment, la partie s'est arrêtée là. Ce qui fait que, comment je fais? Settra est mort, Khalida est morte. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, c'est très simple. Je vais vous raconter qu'est-ce qui s'est passé à la fin de ce scénario. La partie a été folle. La partie a vraiment été très très folle. On s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que cette armée de Khalida? Elle est extrêmement puissante au tir et à la magie. Mais par contre, on a très très bien vu que dès qu'on arrive au corps à corps, Settra est imbattable. Il est très 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 fort, à moins de littéralement le submerger de 5 ou 4 régiments. C'était colossal ce qu'on lui a mis dans la tronche pour essayer de l'arrêter. Et il était blessé. S'il n'était pas blessé, son régiment était full, il aurait tenu à 1 PV. Donc extrêmement compliqué, mais l'armée de Khalida était très très forte en début de game, mais dès qu'il arrivait les corps à corps, elle était beaucoup moins forte. Donc les deux joueurs étaient quand même très contents, on a beaucoup rigolé surtout sur cette game avec les one-shots d'Amalgam qui ont été aberrants, hein, vraiment. 14 PV au premier, moins 6 PV au deuxième, moins 6 PV au troisième, moins 7 PV je crois au quatrième. C'était n'importe quoi cette partie en termes de tir. En même temps c'est Shogoris, quand il joue pas les hauts elfes, il y arrive mieux. On sait pas pourquoi. Mais c'était vraiment cool. On avait en plus Graou, on avait Frametto qui regardait cette bataille. On était 6 joueurs autour de la table. 2 seulement qui jouaient. Hein. Les autres profitaient de ce scénario de Khalida contre Settra. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé après? Eh bien, je vais vous le raconter. Terminez cette vidéo. N'hésitez pas à la partager. Et j'espère qu'elle vous a plu. Merci beaucoup. Et à la prochaine pour une autre bataille. Ciao.
La bataille a été rapide et d'une violence extrême. Les forces de Libaras, ralliées sous la tutelle de leur reine, ont détruit de nombreux régiments et amalgames de Settra. Cependant, le roi du désert n'en avait rien à faire. Pendant la bataille, grâce au rituel, Khalida a réussi à détruire définitivement la main de Nagash. Cependant, Settra, à la tête de ses chars de Khemri, a percé la ligne de Libaras, atteint la reine Aspic et l'a décapitée. Le roi du désert aurait pu s'emparer des artefacts, mais dans un dernier effort, les troupes de Khalida ont encerclé Settra. Malgré sa rage de vaincre, le roi impérissable a été vaincu à 2 doigts de son objectif. Rapidement, les deux armées se désagrégèrent, laissant les derniers artefacts intacts et le rituel interrompu. Ce n'est que quelques minutes après la fin de la bataille qu'un être, seul, amoindri par des millénaires d'errance sur le monde, réussit à atteindre le lieu du rituel. Il est arrivé trop tard pour aider Khalida, mais les artefacts du plus grand ennemi de son peuple étaient là. Ils allaient enfin lui permettre de protéger sa terre contre ce qui arrivait du nord. Sa connaissance du culte mortuaire allait lui permettre d'enfermer Settra, cet être trop expansionniste dans sa pyramide, et de pouvoir enfin reprendre sa place de haut hiérophante de Khemri. Les rois des tombes allaient bientôt retrouver leur légitimité sur le monde et seraient enfin au sommet de leur puissance pour défendre leur terre contre tout ennemi assez fou pour les attaquer. Katep était prêt. Mais il ne lui fallait plus désormais qu'un champion. Il savait qui rechercher. Il lui fallait un grand général, un redoutable combattant. Mais il fallait quelqu'un qui pouvait arriver à unifier les morts-vivants et les Néhécariens. Quelqu'un qui devait être originaire de cette terre du désert et qui, lui aussi, avait disparu depuis longtemps. Quelqu'un qui, selon sa légende, avait même réussi à supplanter la malédiction du vampirisme.